En apposant sa signature au bas de ce document, le chef du gouvernement donne l'exemple. Il s'engage au respect de l'éthique professionnelle. Une solennelle cérémonie au cours de laquelle chaque membre de l'équipe Ilunga s'engage à se réserver notamment d'utiliser des biens publics pour des fins personnelles. Je me réserverai de me prononcer sur toute affaire pour laquelle j'ai directement ou indirectement un intérêt personnel, conflit d'intérêt. Recevoir des cadeaux de plus de CDF 350 000 par an de ceux qui sont en relation professionnelle avec moi, directement ou indirectement. Je conviens qu'au cas où il serait établi que je n'ai pas respecté les dispositions de ce code, je renoncerai à mon mandat. Pour le directeur général de l'OCEP, Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, Augustin Mwendambali, l'éthique joue le rôle du sel sans lequel la saveur et la conservation ne seraient possibles. L'acte réalisé ce jour émane de la volonté politique, a indiqué le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, des deux leaders de la coalition. L'importance que revêt cette cérémonie tire sa légitimité dans la vision commune que partagent les deux leaders de la coalition. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC. Cette volonté commune qui a été traduite dans le programme du gouvernement. Devoir d'exemplarité, dit-on. Être ministre, c'est être au service du peuple. Chacun s'est mis la corde au cou, en toute responsabilité. L'engagement que nous venons de prendre aujourd'hui, c'est pour signaler à notre peuple que nous, les ministres, nous ne sommes pas les extraterrestres. Nous sommes soumis à un engagement et à une gestion orthodoxe. Et nous sommes appelés à avoir un comportement modèle que nous appelons éthique pour ne pas se permettre de tomber dans l'arbitraire, pour ne pas se permettre de se substituer à des lois. Donc de montrer qu'un ministre est au service de son pays et de son peuple. Donc aujourd'hui, cet engagement montre qu'un ministre est un citoyen ordinaire qui est appelé à observer les lois du pays pour donner aux citoyens l'essence de vie, parce qu'on le devient pas pour écraser les autres, mais pour les respecter. Et nous avons maintenant les interdictions. Nous ne pouvons pas nous hasarder de faire n'importe quelle activité, où nous pouvons être jugés partis. Donc il y a tout ça, je crois que c'est une très bonne chose, c'est un signal fort. Coup de chapeau au Premier ministre, qui lui-même a commencé par donner ce signal, et c'est lui-même qui a initié cette cérémonie pour montrer que ce gouvernement doit travailler conformément aux règles et à l'éthique pour que la bonne gouvernance soit la règle. Cette réunion du comité de pilotage du projet Pamoja Kwa Amani na Maendeleo dans la zone prioritaire autour de Kinshasa a pour objectif porter aux instances nationales l'information sur ces projets de stabilité, présenter le résultat clé en rapport avec les indicateurs ciblés dans ces projets, pour ne citer que cela. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Minembwe, donne l'importance de cette réunion. La présente réunion est dédiée à l'appréciation de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet et au partage des réalisations clés. Ces projets s'avèrent utiles aux populations concernées dans la mesure où ils se focalisent sur 3 objectifs spécifiques, à savoir l'amélioration de la gouvernance foncière, l'accroissement de la cohésion sociale et de la résilience communautaire. C'est sur cet élan d'optimisme que je déclare ouverte la réunion du comité de pilotage du projet Pamoja Kwa Amani na Maendeleo et souhaite plein succès à vos travaux. Cette réunion du comité de pilotage mise en œuvre au Nord Kivu par le consortium composé des 3 agences des Nations Unies, à savoir
ONU Habitat, UNFPA et UNESCO. Les investisseurs ne cessent de franchir le portillon du ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Tel est le cas de la société Alva Ressources, basée en Angola, qui est venue solliciter auprès du ministre de tutelle, Eustache Muhanzi Mumbembe, une collaboration dans le domaine de l'énergie. Reçue en audience par le ministre d'État, la délégation de Alva Ressources, spécialisée en agro-industriel, a émis le vœu de tenter son expertise dans le domaine des ressources hydrauliques en produisant certaines sources d'énergie et autres programmes pour l'installation de microcentrales. Demande prise en compte par le ministre d'État qui ne ménage aucun effort pour booster son secteur. Le groupe Miteri est un groupe qui est dans toute l'Afrique en réalité, principalement auprès de nos voisins en Angola. Oui, ils se sont lancés dans les projets agricoles, agro-industriels, des projets énergétiques, des projets de logement. Et nous avions promis au chef de l'État que nous allons l'accompagner dans la réalisation de ce même projet pour le développement de la RDC. Il y a lieu de rappeler que bien avant, le ministre d'État des Ressources hydrauliques et électricité, Eustache Muhanzi Mumbembe, avait tenu une première réunion de prise de contact et de travail avec les différentes structures du secteur des ressources hydrauliques et électricité. Avec toutes ces structures, il était question de dresser à l'attention du ministre d'État et de son vice les états des lieux, de révéler le fait saillant et d'envisager les perspectives d'avenir sous le nouveau leadership à la tête du ministère, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre d'État a ainsi appelé ces différentes structures à une étroite collaboration en vue d'atteindre la mission majeure du ministère, celle qui consiste à l'amélioration substantielle de la desserte en eau et en électricité sur l'ensemble du territoire national au profit des populations congolaises. Les associations des parents d'élèves comme partenaires du gouvernement ont été sensibilisées sur la mise en œuvre du processus de la gratuité par le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, accompagné de son vice-ministre. En exécution des dispositions de la Constitution de la République et de la loi cadre de l'enseignement national, et afin d'alléger la charge des parents d'élèves que nous sommes, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, a instruit le gouvernement de la République à mettre tout en œuvre pour que la gratuité soit effective au niveau de l'éducation des bases. Partant de ce consensus et les contraintes budgétaires au niveau du gouvernement, puisqu'il reste 3 mois, ont amené le gouvernement à prendre les décisions suivantes. Premièrement, l'école primaire est gratuite sous toutes ses formes. On a supprimé tout ce que les parents payaient, les frais de bulletins, les TENAFEP, CERNI, tout ce qu'on demandait là. Il y a beaucoup de services qui passaient, les bureaux gestionnaires qui passaient dans les écoles pour recouvrer l'argent de fonctionnement, les minervales, les frais de motivation, tout est pris en charge par le gouvernement. De la maternelle au secondaire, tous les frais de motivation sont supprimés. Et aujourd'hui, l'État a pris ses responsabilités en réajustant le salaire des enseignants. Il était clairement dit que le paiement de ces salaires, et même de tout d'ailleurs, frais de fonctionnement et autres, ça va commencer au mois d'octobre. Et même au niveau de la table ronde, c'est ce que vous avez décidé. Le vice-ministre et moi, nous sommes revenus en charge et on a dit non. Ça, c'est une mauvaise décision. Puisque les écoles vont fonctionner, puisqu'on doit acheter la craie, on doit acheter le cahier des cotes, on doit acheter le cahier de résumés, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire puisqu'on a tout supprimé? Il faut ramener ça au mois de septembre, puisque qu'est-ce qu'on fait dans l'entretemps? Si on doit payer au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on va faire dans l'entretemps? Demander encore aux parents de payer septembre seulement? Et la gratuité va commencer en octobre? Non. On a revu, on a discuté en Conseil des ministres. Et notre voix a été avalisée par le président de la République, qui a la vision salvatrice, la vision d'aider quand même les parents, envoyer à tous les gouverneurs, pour que les frais de scolarité qui seront fixés exceptionnellement pour la 7e et la 8e ne soient pas exagérés.
Les parents d'élèves sont conviés à vulgariser cette communication pour éviter la confusion. La RDC est déterminée à rendre plus compétitive la compagnie nationale Congo Airways, ce avec l'appui de ce partenaire, au premier rang desquels la compagnie française Airbus. Jérôme Charriera, chef de la délégation, a présenté au nouveau ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu, les grands axes du partenariat entre les deux compagnies, en présence du vice-ministre Jacques Youma. Airbus, depuis le début de votre compagnie nationale, est impliqué dans son développement et dans sa progression. Et aujourd'hui, nous essayons de poser la pierre du développement futur. L'état de santé de votre compagnie est bon, le développement est impressionnant sur quelques années, les opérations fonctionnent bien, on peut encore progresser, il y a du chemin, il y a probablement du transfert de savoir-faire auquel nous pouvons participer. Mais l'aéronautique est un moyen de transport rapide qui prend du temps pour se former. Donc nous avons travaillé avec monsieur le directeur général, comme nous l'avons fait depuis de nombreuses années, de manière assidue, et le développement va arriver rapidement. Le vol inaugural de Congo Airways Kinshasa-Lubumbashi date de 2015. Depuis lors, beaucoup d'autres villes sont desservies et partant désenclavées. C'est dans le cadre de la mise en œuvre par le ministère provincial des ITPR de la ville-province de Kinshasa de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant la modernisation de la voirie de Kinshasa par les désenclavements des quartiers le plus reculés de la capitale, qu'une délégation chinoise de l'entreprise de construction CEMEC, conduite par son coordonnateur général Zhang Wenzhou, et 2 collaborateurs du président de la République, son envoyé spécial Patrick Mwanda Congo et son chargé des missions Simon Siala ont effectué mercredi 18 septembre 2019 une visite de prospection dans les communes de Ndjili, Kisenso, Matete et Ngaliema. Ils ont palpé tour à tour les réalités des quartiers 9 et 8 dans la commune de Ndjili, les quartiers d'Ingidini et de la Paix dans la commune de Kisenso et les quartiers de Bonhomme dans la commune de Matete, où une route asphaltée sera construite et un pont moderne sera jeté sur la rivière Ndjili. Selon la vision du chef de l'État, qui veut que la population congolaise dans l'ensemble puisse vivre dans une situation plutôt modernisée. Et ça va aussi normalement désengorger les embouteillages vers le boulevard Lumumba en passant par l'avenue de la Paix dans la commune de Matete. Autre vieux projet de haute portée sociale, jadis abandonné, devant désenclaver les quartiers Bumba, Sangamamba et Malueka, devant relier Lupène au carrefour Pompage dans la commune de Ngaliema, a aussi fait l'objet de la visite de cette délégation mixte composée du ministère provincial des ITPR que dirige Thierry Kabouya et de la délégation de l'entreprise chinoise CEMEC. À Sangamamba, comme vous le disiez, et très surpris d'ailleurs de voir que en essayant de créer cette route parallèle à la route de Matadi, ça va vraiment désenclaver, ça donnera accès à la population reculée, de pouvoir vivre aussi comme les populations autour de la ville de Kinshasa. L'envoyé spécial Patrick Mwanda et le chargé des missions Simon Siala qui ont salué l'initiative du gouvernement provincial visant l'amélioration des conditions sociales des Kinois, vision du chef de l'État. Après avoir pris part à la cérémonie de la signature de l'acte d'engagement d'éthique des membres du gouvernement, le ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni, a accordé une série d'audiences aux responsables des entreprises minières évoluant dans les Hauts-Katanga et les Lualaba. Les responsables des Roche Mining sont venus solliciter l'appui du gouvernement pour la continuité de leurs activités. Pour les managers de Lualaba Copper Smelter, c'était plutôt une occasion de présenter le rapport de leur production au ministre de Mines. Pyrométallurgie, de transformation de sulfate de cuivre vers le cuivre noir, le blister, en 99%. C'est la première usine qui est montée au Congo. Donc nous allons créer un produit avec une valeur ajoutée que personne n'a encore faite ici. Pour lui demander de d'abord venir visiter l'usine qui va commencer début octobre et voir un peu quel est l'impact de l'investissement qui a été fait. Parce que c'est un investissement de plus ou moins 450 millions de dollars que LCS met
aujourd'hui dans le secteur minier. Et au fur et à mesure, vous savez, quand on s'installe, il y a toujours des petits problèmes qu'on ne connaît pas. Et on a demandé au ministre de nous aider à trouver des solutions à ces problèmes au fur et à mesure qu'on va évoluer. Une invitation a été adressée au ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni, afin de visiter dans les jours à venir cette entreprise minière évoluant dans la province du Lualaba. Le développement basé sur l'entrepreneuriat des Congolais, créateurs de richesses et d'emplois, voilà ce que pense le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo, comme action à entreprendre à la tête de ce ministère. C'est dans cette optique que s'inscrit une série de visites qu'il a effectuées ce mardi 17 septembre 2019, d'abord à l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC en sigle, où il a été accueilli par le directeur général Vital Manga Bolengu et son staff. Sur place, il a commencé sa visite par l'incubateur pilote de petites et moyennes entreprises de la filière cuir qui assure la formation et l'encadrement des artisans cordonniers qui aspirent à l'entrepreneuriat dans la fabrication des chaussures et en technique managériale, c'est avant de faire le tour de l'exposition des produits des micro-entreprises et très petites entreprises tenues principalement par l'entrepreneuriat féminin spécialisé dans la transformation des produits agricoles. Des cadeaux composés essentiellement d'une belle paire de chaussures, des sandales et une carte de la République démocratique du Congo fabriquée sur place ont été remis au ministre par les incubés grâce au savoir reçu. Ensuite, le ministre Justin Kalumba Mwanangongo s'est rendu à l'incubateur d'une petite et moyenne entreprise privée dénommée Ingenious City où il a visité plusieurs filières. Il s'agit notamment de la décoration intérieure, la fabrication des emballages biodégradables, de la production des prêt-à-porter avec tissus africains et européens, de la transformation des sachets en plastique et bien d'autres. À l'issue de cette visite, le ministre s'est déclaré très satisfait par cette initiative privée. Autour de la table, devant le ministre du Développement rural, Guy Mikulu Pombo, entouré des membres de son cabinet, les directeurs et coordonnateurs des projets et programmes de développement sont venus présenter les contenus de leur structure, leur fonctionnement et les activités réalisées à travers les pays. Il s'agit du POMAVI, programme d'appui pour la modernisation des villages, prise, projet pilote pour la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des Congolais, PADIR, programme d'appui pour le développement intégré, les projets de la riziculture, précision avec chaque intervenant. Le projet PAMOVI vise l'amélioration des infrastructures en milieu rural. Nous l'avons présenté à son Excellence qui a nous présenté comment son mandat serait exécuté. PRISE, c'est le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base de la zone centre. Nous sommes venus présenter ce projet au nouveau ministre, le patron du développement rural, pour qu'il s'imprègne exactement de ce qui est fait au niveau de la zone centre et au niveau du projet PRISE pour lequel nous coordonnons les activités. Le projet PADI, c'est un projet qui est né des cendres de deux projets, PARSA et PRESA. Le gouvernement a constaté que les deux projets avaient fait beaucoup de production du point de vue agricole, mais le problème s'est posé. La population s'est découragée parce qu'il n'y avait pas vente. Le gouvernement a fait une requête pour que nous puissions piloter les projets PADIR qui n'est que pour les infrastructures. Ces séances de travail constituent de la matière pour le ministre du Développement rural pour lui permettre d'appliquer sa vision concentrée sur les routes, l'eau et l'électricité, sans oublier la santé et l'éducation. Pour le nouveau patron du développement rural, Guy Mikulu Pombo, toute activité de son secteur doit avoir un caractère pérenne en vue d'éviter les gaspillages et assurer la stabilité. Voilà pourquoi les routes des dessertes agricoles constituent la priorité des priorités. Le ministre des Relations avec les Parlements, Deoku Sukundibikawa, a reçu dans son cabinet de travail le vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, l'honorable Jean-Marie Kapinga. La question des retards des salaires des élus
Le moyen pour faire développer cette nouvelle province du Kasaï sont entre autres le problème évoqué par les autorités au cours de cet entretien. Le vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï souhaite voir le ministre organiser des sessions de formation, des mises à niveau pour permettre aux élus de bien travailler. Oui, j'ai rencontré le ministre tout d'abord pour présenter mes civilités comme un homme politique et puis le féliciter pour une élévation que le Seigneur l'a voulu. Et il m'a marqué comme un ministre chargé de relations avec le Parlement. Donc il m'a brossé tout ce que j'avais en tête, lui en avait déjà en tête. Il m'a aidé. J'ai dit, je suis très satisfait. Le ministre des Relations avec les Parlements, Deoku Sukundi Bikawa, a partagé sa vision et celle du gouvernement pour les provinces et a promis rencontrer ses collègues pour trouver une solution adéquate aux problèmes qui dérangent l'Assemblée provinciale du Kasaï. Le mardi 17 septembre, le ministre des Sports Amos Mbayo a échangé avec plusieurs responsables sportifs. Avec Barthélemy Okito, secrétaire général au sport, il a été question de l'administration du ministère des Sports, de la gestion des stades municipaux, du financement du championnat national de football et de bien d'autres aspects. Le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, Bailon Gaïbene et le DG du BSECO sont venus plaider la fin des travaux de construction du stade municipal. Une infrastructure sportive qui pourra servir pendant le 9e jeu de la francophonie organisé par la République démocratique du Congo. Le ministre Amos Mbayo s'est investi dans la prise en charge des obsèques du supporter du FC Renaissance décédé au terme du match de son équipe contre Sangabalende. Il a signifié à la famille du défunt, conduite par sa mère putative. Le mouvement sportif est venu présenter ses civilités au nouveau ministre des Sports qui est leur émanation. La lutte contre le détournement des deniers publics peut être renforcée par la mise sur pied du groupe d'action financière. Ce groupe d'action aura comme tâche et responsabilité de contrôler, de veiller et de faire des investigations et traçabilité financière et économique, y compris les détournements des deniers publics. J'ai réfléchi sur nos méthodes d'investigation avec les IGF, c'est vraiment ancien. Et je veux mettre en place, j'ai travaillé dans ces investigations, traçabilité, ainsi que ces crimes financiers. Moi, j'ai proposé au chef de l'État de mettre en place les groupes d'action financière en RDC. L'inspection générale des finances doit être reconstituée. Premièrement d'abord, nous devons avoir une inspection générale des finances moderne, c'est-à-dire à vous mettre en place les systèmes, les softwares, les databases pour éviter de citer les noms. Citer les noms de personnes, des individus, quand il s'agit de faire des investigations. Nous allons poursuivre les chiffres, nous allons poursuivre la traçabilité environnementale de l'argent, voir l'argent était où, est parti où. Ces efforts sont arrangés dans le cadre de l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à tout Congolais de participer au changement. Ebola qui ravage nos sœurs et frères de la partie est du pays et je leur amène le message du gouvernement. Le gouvernement est avec eux et le gouvernement va faire en sorte que cette épidémie puisse disparaître de notre pays le plus tôt possible. Le nouveau gouvernement est très engagé à travailler avec le secrétariat nouvellement nommé. C'est un secrétariat qui est dirigé par des techniciens qui ont travaillé dans les zones épidémiques d'Ebola et qui ont éradiqué l'Ebola dans ces zones-là. Et nous vous les avons envoyés ici et nous pensons que d'ici là, la maladie va disparaître. Vous remarquez maintenant qu'il y a déjà une baisse en incidence et puis une baisse en taux de mortalité. Voilà ce que je voulais vous dire et le gouvernement sera
toujours à vos côtés pour vous aider à éliminer cette épidémie. C'est le même constat, À Beni aussi, les incidences diminuent et aussi la mortalité, le taux de mortalité diminue aussi. Donc, disons dans toute la région Est, en dehors de quelques foyers où on trouve encore de nouveaux cas, nous pensons que la maladie commence à être maîtrisée. Comment lutter efficacement contre les épidémies de la poliomyélite en République démocratique du Congo? Cette problématique reste l'une des questions prioritaires sur lesquelles le ministère de la Santé entend s'y mettre concrètement pour le bien-être de la population congolaise en général et des enfants en particulier. En témoigne la délégation des évaluateurs indépendants contre la riposte aux épidémies de poliomyélite. Avec le vice-ministre de la Santé, Albert Mpeti, les échanges ont principalement gravité autour des dispositions prises par les différents partenaires et le gouvernement congolais pour une riposte beaucoup plus efficace dans certaines provinces. Donc nous venons pour évaluer la qualité de la réponse. On sait déjà, en mars, nous étions passés ici, nous avons vu qu'il y avait eu des progrès. Et durant notre rencontre avec la partie nationale, l'équipe de coordination qu'on appelle COUP, nous avons vu effectivement qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés dans les différents domaines, notamment dans la surveillance, et dont les détections se font un peu plus tôt maintenant. Donc c'est pendant notre mission qui va se dérouler jusqu'au 4 octobre. Des missions spécifiques de terrain sont donc prévues. En croire l'OMS et l'UNICEF, des évaluations semestrielles, voire annuelles, seront également entamées en vue de dégager des données beaucoup plus fiables à adresser au gouvernement et aux différents partenaires. Le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, a reçu en audience deux autorités dont la ministre provinciale de la communication et des médias de la Mongala, Madame Marguerite Alongi Lizala, et le gouverneur du Kasaï oriental, Jean Maweja. Avec Madame Marguerite, la représentante de la Mongala, l'entretien a tourné autour du fonctionnement de la station locale de la RTNC, notamment le problème de manque d'électricité pour son fonctionnement et le manque d'équipement en vue d'assurer une bonne visibilité des activités réalisées par sa province. Pour Madame la ministre, l'installation des panneaux solaires serait la solution rapide, bien que provisoire. La réaction du DG de la RTNC a rassuré Madame Marguerite. Vous savez, à Mongala, on n'aura pas de courant. Nous voulons assez que la RTNC fonctionne 24/7/24 heures, parce que c'est une chaîne nationale. Nous lui avons déposé un état de besoin pour que nous puissions fonctionner avec le panneau solaire. Et la régie fonctionnera à bonne et due forme. La deuxième audience avec le gouverneur Jean Maweja de la province du Kasaï oriental a été axée sur les modalités d'assurer la visibilité de sa province avec le concours de la chaîne nationale. Un contrat a été signé en ce sens. En réponse, le DG de la RTNC a indiqué que la demande du gouverneur Maweja est en quelque sorte un abcès qui est crevé, comme pour dire cette demande est tombée à pic et la solution est déjà trouvée à l'avance. La visibilité oblige, voilà qui réjouit le gouverneur du Kasaï oriental. Ajouté à cela l'accueil chaleureux lui réservé. Je me suis donné ce petit luxe de venir ici chez vous, à la direction générale de Kinshasa qui représente la République, afin de contacter le directeur général, signer un contrat qui va à partir d'aujourd'hui nous lier. Et ce même contrat nous permettra enfin qu'on puisse à tout moment envoyer les activités de la province. Tout ce que nous faisons chez nous seront envoyés ici pour que ça puisse passer à la télévision nationale qui est suivie partout en dehors du pays et ainsi dans nos provinces de la République. Il faut noter que Jean Maweja, gouverneur du Kasaï oriental, est de la même province avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Désireuses de développer leur coopération en matière de formation et de développement du capital humain des administrations, institutions, entreprises et établissements du secteur public en République démocratique du Congo. Ken Lid attendait Académie canadienne de leadership et de développement du capital humain et l'ENA. L'École nationale d'administration s'accorde pour promouvoir et élargir leur partenariat. C'est l'essentiel de la signature du protocole d'accord signé entre les deux parties ce mardi 17 septembre 2019 au siège de l'ENA à Kinshasa-Gombe. L'Académie canadienne a été représentée par son président directeur général Richard Martin. Le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'était la signature d'un mémorandum d'entente qui va nous permettre à nous et à l'ENA de discuter de façon concrète qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer au programme de formation continue et de perfectionnement professionnel de l'ENA. Et maintenant, on doit se mettre la main à la pâte afin de créer des offres et des programmes spécifiques pour les cadres supérieurs et les hauts dirigeants de l'administration ici en RDC. Pour sa part, le directeur général intérimaire de l'ENA, Guillaume Banga Wakimesa, s'est dit satisfait du présent mémorandum conclu pour une durée de 2 ans renouvelable et qui permettra aux hauts fonctionnaires de l'administration de l'État d'accroître leurs performances. Les deux parties s'engagent aussi à régler tout différend survenu dans l'application du présent mémorandum à l'amiable. C'est environ 30 hectares de terres arables cultivées avec du manioc sur les 100 hectares que possède la Fondation Poyo. Avec ses maigres moyens, la Fondation a planifié pour réaliser ses projets. Comme l'inattendu, mieux, inimprévu, désagréable, est passé par son champ, il n'a plus de moyens pour la récolte. Les travailleurs ont abandonné faute de rémunération. Face à cette difficulté, la Fondation Poyo lance un cri de détresse et tourne les yeux vers les hommes de bonne volonté, sinon le gouvernement de la République pour les secours. Nous sommes ici à 28 km de Mbankana, précisément à Yosso, où je suis en train de faire les champs pour répondre à l'appel du chef de l'État. J'ai 100 hectares. Compte tenu de mes petits moyens, j'ai pu cultiver 30. Sur ces 30 hectares, tu peux voir toi-même le travail. Les maniocs sont arrivés à terme, il faut les récolter. Je n'ai pas ces moyens-là. Par crainte que les 30 hectares de manioc pourrissent, j'offre ces champs à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. J'ai répondu à son appel parce qu'il fait de l'agriculture une de ses priorités. Beaucoup de familles peuvent se réjouir de ce travail. Pour lui, au lieu que cette production pourrisse dans le sol, qui a des moyens pour la récolte, peut intervenir et distribuer gratuitement ces maniocs à la population dans le besoin. Une agriculture forte et diversifiée pour améliorer le social des Congolaises et Congolais est le thème sous lequel la Foire agricole internationale de Kinshasa a choisi de dérouler ses activités. À la manière des précédentes, la 4e édition a joué le rôle des vitrines, offrant ainsi au public l'occasion d'apprécier une variété de produits exposés par les opérateurs du domaine agricole. La malnutrition, les cellules cérébrales sont détruites. Donc il y a dysfonctionnement de l'organisme, mais Mme Sangol a trouvé une solution avec le soja et nous avons déjà guéri des milliers de personnes avec ce soja. Papakine nous donne un grand appui pour ça. Le contraire aurait étonné que Papakine, programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers, soit absent à ces rendez-vous de haute portée et socio-économiques. Avec son rayonnement tant à Kinshasa que dans les Kwilu et le Congo central, ce programme du gouvernement a étalé les produits de ses différents partenaires. Papakine, c'est un programme du gouvernement. Ici, nous répondons à une invitation, particulièrement celle des autorités provinciales qui ont souhaité voir le programme qui appuie donc, le pôle d'approvisionnement de la ville en produits vivriers et maraîchers. L'un de nos projets phares, il s'agit donc du marché moderne de Matadi Kibala. Ce marché sera doté de chambres fortes positives. Pour les mamans qui vendent les légumes n'auront plus à déplorer les pertes. Nous espérons que les mamans donc, trouveront un lieu pour garder leurs produits, les revendre demain ou après-demain selon la demande.
Débutée le 13 septembre 2019, la Foire internationale agricole de Kinshasa fermera ses portes le 22 septembre prochain, sauf changement des dernières minutes. Rentrée académique 2019-2020. En RDC, les différentes universités du pays sont déjà dans la fièvre des préparatifs avec l'organisation des tests d'admission. C'est le cas de l'université Loyola du Congo, ex-ISAV, Institut des sciences agrovétérinaires de Kimwenza. La passation du premier test d'admission pour l'année académique 2019-2020 a été organisée ce mercredi 18 septembre 2019 à Kinshasa. À cette occasion, le doyen de la faculté d'agrovétérinaire, le révérend père Jean Boma, a invité les jeunes Congolais à faire de l'élevage et de l'agriculture un moyen pour sortir de la sous-alimentation, la pauvreté et le chômage. Notre concours a un but précis, de connaître les candidats qui frappent à notre porte. Nous voulons simplement situer les niveaux de nos candidats et donc adapter notre offre de formation à ces gens-là. Parce que ce sont des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. Nous regardons les performances au test, mais nous regardons aussi leur dossier scolaire. Notre spécificité, comme faculté des sciences agronomiques et vétérinaires ici, nous avons tellement un climat favorable à l'agriculture, mais quand vous regardez le coût des produits alimentaires sur les marchés, il est élevé. Nous voulons relever vraiment ces défis-là. Offrir la nourriture de bonne qualité à un bon prix à notre population. Et cela passe par une formation des techniciens qui seront sur terrain, qui sauront en fait améliorer les conditions de l'agriculture de notre pays. Il est important de noter qu'un accent a donc toujours été placé sur la pratique tout au long de la formation des étudiants et cadres de demain dans cet alma mater. Premier secteur auquel s'est intéressé l'élu de Lubumbashi, l'éducation. La questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga s'est rendue au complexe scolaire Frère Eli du quartier Kisanga dans la commune annexe pour se faire une idée des conditions d'études des enfants de cette partie périphérique de la ville de Lubumbashi. Prudence Kabange fera le tour des classes. Elle va encourager les 144 élèves en leur remettant des kits scolaires composés notamment de cartables, cahiers, stylos, crayons et ardoises. Un ouf de soulagement pour les parents, a dit le directeur de cette école, Serge Kakombi, au vu de la conjoncture actuelle. Un autre secteur, c'est la santé. Prudence Kabange a visité l'hôpital général de référence de la Katouba pour s'assurer de la qualité des soins de santé administrés à sa base. De passage à la maternité, son cœur de mère a parlé. Elle paye rubis sur l'ongle les frais d'accouchement de plusieurs femmes retenues depuis 3 mois et leur offre également des pagnes. À l'hôpital, la question de l'Assemblée provinciale offre un lot important de produits pharmaceutiques. Nous sommes en vacances parlementaires. Comme le règlement nous exige de faire des descentes dans nos différentes bases, c'est pourquoi j'ai eu à descendre à une école et à l'hôpital de référence de la Katouba. Ici, j'ai eu à échanger avec la directrice. Elle m'a parlé des difficultés qu'elle rencontre et manque de motivation pour les agents. Et j'ai rencontré les femmes, ça fait 3 mois, on les a retenues ici pour manque de paiement des factures que j'ai eu à régler et j'ai apporté quelques médicaments pour aider les malades. Prudence Kabange compte un retour des vacances parlementaires, faire part de son constat à l'exécutif provincial. À l'entrée au palais du peuple, du cercueil contenant l'honorable Venant Chipasa sans vie, le temps était à la consternation. Les bureaux des 2 chambres du Parlement, respectivement à leur tête, les honorables Janine Mabunda Dioko pour l'Assemblée nationale et Alexis Tambwe Mwamba pour le Sénat, les députés et sénateurs, quelques membres du gouvernement, frères, amis et connaissances, tous étaient plongés dans un profond recueillement. Un jeudi 5 septembre, alors qu'il se rendait au Palais du Peuple pour des obligations parlementaires, Venant Chipasa a ressenti un malaise. Acheminé d'urgence à l'hôpital Achichi de Limete, il a rendu l'âme le samedi 7 septembre, malgré des soins reçus, a rappelé la présidente de l'Assemblée nationale dans son oraison funèbre. C'est donc avec beaucoup de regrets que nous avons appris la nouvelle de son décès, nous qui avions pris l'habitude de le côtoyer, non seulement à l'hémicycle, mais parfois en privé pour quelques conseils bien avisés.
et nous qui serons aujourd'hui privés de la bonne humeur qu'il distillait autour de lui. C'est donc un véritable parlementaire, consciencieux, qu'il assumait ce mandat de député national, très assidu lors de nos travaux. Il avait une très haute idée du Parlement, un sens élevé de la République et un souci constant des citoyens qu'il avait désignés à l'Assemblée nationale. Né à Rwangouba, dans le territoire de Rutshuru, le 23 mai 1954, le défunt a eu une carrière politique bien pleine. Ancien ministre, sénateur, député national réélu du territoire de Lubero, président national de la Confédération des fédéralistes démocrates chrétiens. Selon les témoignages recueillis, Feu Venant Chipassa était un homme de fortes convictions. La meilleure façon de plaire Venant, c'est de pérenniser ses idées, c'est de travailler pour que le Nord Kivu soit une province où tout le monde peut investir, où tout le monde peut vivre sans beaucoup de conflits avec ses semblables. Au nom de la famille de l'illustre disparu, le sentiment de gratitude a été exprimé aux officiels pour ces obsèques dignes. Le programme prévoit la levée du corps ce jeudi 19 décembre en destination de Lubero Kanyambi, au Nord Kivu, pour l'inhumation samedi 21 septembre 2019.